Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance lourde sur les marchés en cette fin de semaine, en ce jour d'échéance mensuelle. Également, nous aurons les expirations de différents produits dérivés et contrats futurs sur indice tout au long de la journée, à 16h notamment pour le contrat futur CAC 40 janvier. Nous serons avec nos experts sorciers des marchés ce soir à 17h ensemble pour débriefer cette échéance, première échéance de l'année 2022 sur les marchés, avec, je le disais, une ambiance compliquée. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, mais la volatilité remonte d'un cran. On voit le VIX aux États-Unis à plus de 25, et puis du rouge sur la plupart des indices, même si la baisse des indices européens reste limitée pour l'instant. On a vu des indices américains accuser des baisses beaucoup plus marquées ces derniers jours et ces dernières semaines. C'est le cas par exemple du Russell 2000, l'indice des small et mid cap américaines, ou encore du Nasdaq, deux indices qui ont déjà perdu plus de 10% par rapport à leur sommet récent de fin novembre, des indices qui sont donc entrés techniquement en territoire de correction. Quand on regarde du côté des cryptos, on voit un Bitcoin en perdition qui lui a perdu 40% depuis ses sommets de la fin d'année dernière. Et puis on notera du côté des entreprises que certaines d'entre elles n'ont pas le droit de décevoir. C'est le cas par exemple de Netflix, qui pour le coup a déçu hier soir avec sa publication de résultats et ses perspectives pour les prochains trimestres. Et le titre Netflix devrait prendre un gros choc à l'ouverture tout à l'heure du marché américain, avec une baisse annoncée autour de 20%. Dans l'actualité, même si les marchés ont toujours du mal à pricer le risque géopolitique extrême, on suivra quand même ce qui pourrait ressortir de la réunion au sommet entre les États-Unis et la Russie, à savoir une rencontre des ministres des Affaires étrangères, Anthony Blinken d'un côté, Sergueï Lavrov de l'autre, qui va se dérouler à Genève aujourd'hui. Une conversation plus qu'une négociation, a déjà prévenu le ministre russe des Affaires étrangères. Et puis du côté de la politique monétaire, la véritable nouvelle de la semaine, non, ça n'est pas la Fed qui va monter ses taux sans doute dès le mois de mars, ça n'est pas non plus la Banque Centrale Européenne qui nous répète qu'elle ne montera pas ses taux cette année. Non, la vraie nouvelle en matière de politique monétaire, c'est la Banque Centrale chinoise qui a commencé son cycle d'assouplissement avec plusieurs interventions et plusieurs baisses de ces différents taux d'intervention qui a été engagé en début de semaine. Nous parlerons de la situation chinoise et de la situation des émergents dans un instant avec Irina Topasseri, économiste senior émergent chez AXA IM. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, des marchés qui évoluent dans une ambiance compliquée. Le point avec Alix Nguyen. L'esquisse de rebond des deux dernières séances est bel et bien derrière nous. L'indice parisien retombe sur des niveaux inédits depuis la fin décembre. Hier, Wall Street n'a pour sa part pas été en mesure de préserver ses gains en clôture. L'appréhension d'un durcissement monétaire reste la préoccupation majeure, sans compter les publications d'entreprises mitigées, dont la déception engendrée par Netflix. Netflix, dont le titre chute de plus de 20% dans les transactions hors marché. Pour le trimestre en cours, le géant du streaming vise 2,5 millions de nouveaux abonnés. C'est nettement moins que les 6,26 millions anticipés par le marché. À New York, donc, le Nasdaq a clôturé en baisse d'1,3% hier, après avoir gagné près de 2% en séance. Le S&P 500 abandonne quant à lui plus de 5% par rapport à ses plus hauts de janvier. Sur les marchés de taux, la tendance s'est inversée. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est repassé sous les 1,8% à 1,79 après 1,9 mercredi. Le marché ne perd pas de vue la réunion du comité de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi prochain. Stellantis recule. Le chinois Dongfeng Motor a cédé 1,2% du capital du groupe français au prix de 18,30 € par action. Les autres acteurs du secteur en font les frais. Dans le rouge, on retrouve Renault, Michelin, Faurecia et Valeo.
ArcelorMittal est aussi en net repli sous l'effet de prise de bénéfices, tout comme l'ensemble du secteur. Le stock 600 des ressources de base signe la deuxième meilleure performance avec un gain de 8,1% depuis le début de l'année. Derrière celui du pétrole-gaz, Total Energy recule dans le sillage du repli des cours du brut après la hausse surprise des stocks de pétrole aux États-Unis. Même chose pour Technip FMC dont le titre chute. Et puis Airbus plie, l'avionneur a annoncé l'annulation du contrat portant sur une commande de 50 A321 Neo par Qatar Airways. Tendance mon ami chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et nous parlons de la situation des économies émergentes et de la première d'entre elles, l'économie chinoise, avec Irina Topasseri qui est avec nous par téléphone, économiste senior émergent chez AXA IM. Bonjour Irina, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je le disais, effectivement, la vraie nouvelle en matière de politique monétaire, c'est que la Banque centrale chinoise a entamé dès le début de cette semaine son cycle d'assouplissement monétaire avec différentes baisses de ses taux d'intervention sur ces derniers jours. Irina, c'était un signal qui était attendu, qui arrive peut-être un peu plus vite que prévu. Il y a peut-être une question de timing qui peut être intéressante à commenter de ce point de vue-là. Et puis, plus généralement, qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie monétaire de la Chine sur cette année 2022 et des enjeux économiques pour la Chine aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si elle vient trop tôt. J'ai l'impression presque que ça vient trop tard. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, le consensus des économistes, il ne fait que couper la croissance chinoise à la baisse. Donc, c'est un mouvement que nous, on essaie à la tentation à laquelle on essaie de ne pas céder. Pour l'instant, nous gardons une prévision de croissance de l'économie chinoise à 5% pour cette année. Et justement parce que on pense qu'il ne faut pas sous-estimer justement les capacités de la politique monétaire et fiscale de s'ajuster. Alors on l'attendait plutôt, j'ai envie de dire, de manière fondamentale, parce que je vous rappelle qu'au troisième trimestre, l'économie chinoise était quasi amorce. On a eu une croissance sur le trimestre de 0,2%. Alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses qui étaient à l'œuvre. Bon, toujours la politique zéro Covid, donc il y avait une mini-vague, c'est toujours des mini-vagues, mais qui causent des ajustements très restrictifs de l'activité par rapport à cette politique zéro Covid. Et puis il y avait aussi des soucis météorologiques, si je peux dire ainsi, qui avaient affecté effectivement pas mal de la production d'énergie et d'électricité en Chine, qui avait donc fait des coupures d'électricité, donc ça a affecté un nombre d'usines qui étaient dans la zone. Donc tout ceci, ça s'est un peu ajusté au quatrième trimestre, mais c'était à ce moment-là qu'on aurait voulu voir un peu plus de répondants de la part de la Banque centrale. Bon, ça vient maintenant, mais on voit que ça s'accumule. Donc ils ont commencé tout doux, mais on voit que donc les mesures se précipite un petit peu. Donc il y a vraiment cette attention toujours de la part de l'administration chinoise à faire attention à ce rééquilibrage financier qu'elle doit mener. Donc on voit toujours des restrictions, par exemple sur le marché immobilier, qui est toujours très pesant, et ça continue de peser sur la situation économique chinoise. Mais en face de ça, ils doivent gérer aussi la paix sociale, donc un certain niveau, si vous voulez, de croissance économique qui fait que les choses peuvent se décanter gentiment. Puis en plus, on a une année importante. On est quand même au 20e congrès du parti cette année, donc il faut quand même que les choses se passent en douceur. Donc oui, il y a toujours je dis c'est l'année à ne pas rater pour la Chine, effectivement. Oui, et puis bon, ils commencent par les Jeux Olympiques d'hiver, là, donc c'est assez tendu déjà avec cette politique zéro Covid qui, moi, me semble encore toujours de mise pour le gouvernement. Donc c'est vrai qu'il y a toujours, mais pour nous, c'est toujours ça la difficulté à la compréhension de l'économie chinoise, et en tout cas la politique économique appliquée, c'est qu'il y a deux niveaux de politique. Donc il y a la partie court terme qu'elle gère, mais il y a toujours un focus de long terme. Et puis comme le long terme, en Chine, il est prévisible, si vous voulez, parce qu'il y a des étapes, les quinquennats, et les moments de retrouvailles du parti, et puis les milestones qui mettent petit à petit. Il y a eu quand même cette nouveauté qui est arrivée avec Xi Jinping sur cette idée de prospérité commune. C'est quand même un changement par rapport à ce qu'on a connu depuis l'intégration d'abord depuis
je dirais même depuis les années 80, Deng Xiaoping qui vient avec cette idée de on peut s'enrichir. Voilà, il fait l'ouverture, si vous voulez, de l'économie chinoise, qui en plus se fait avec l'entrée, donc ça s'accélère avec l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Et c'est vrai que quand on a fait le bilan au bout de 40 ans après Deng Xiaoping, on voit que 1% de la population chinoise, donc on est en Chine quand même, détient 30% de la richesse nationale. Alors ça le fait pas trop. C'est inacceptable. C'est inacceptable, Irina, on peut le dire, du point de vue du Parti communiste chinois. Et justement, derrière votre prévision que vous voulez maintenir aujourd'hui à 5% de croissance pour la Chine cette année, qu'est-ce qui va se jouer en termes de dynamique? Parce que c'est vrai que l'année 2021, crise pandémique oblige, a vu quand même les capacités de production être fortement sollicitées avec, bien sûr, des plans de relance et des soutiens massifs dans les économies développées qui ont permis à la machine exportation chinoise de tourner à plein régime. Est-ce que maintenant c'est la consommation qui redevient la priorité, la consommation domestique, Irina? En tout cas, c'est l'objectif de cette administration. Donc là, on a eu en fait dans le temps comme ça. Donc on a eu donc d'abord l'usine du monde. La Chine était, tout était fait en Chine. Ça a été l'entrée dans l'OMC en 2001. Et donc on a commencé à avoir la Chine a dégagé des déficits courants monstrueux. Et puis après, on a eu la grande crise financière. Et là, on nous a dit attendez, on va rebalancer le modèle. On a trop investi. D'ailleurs, il y a eu des excès. Donc on l'a vu. On veut donc shifter un peu le modèle de croissance vers une croissance plus gérée par la consommation. Ce qui veut dire que les surplus courants de la Chine se sont effrités. On l'a vu. Et puis, pas de chance, il y a le Covid, il y a la pandémie 2019 qui attaque le monde entier, et donc la Chine devient finalement le producteur de dernier ressort. Donc à nouveau, on a vu donc les exportations être le moteur de la croissance. Mais ça, ce n'est que temporaire, ce n'est pas du tout l'objectif de l'administration chinoise. Elle ne souhaite pas une économie d'exportation, elle souhaite plutôt une économie où il y aurait même plus d'excédents en courant. Il faudrait que ça soit neutre, voire même déficitaire. Donc ça implique un tas de réajustements mondiaux, mais c'est plutôt sur la consommation que la politique essaie de tabler. Et bien c'est justement la consommation qui a manqué en 2021, manqué pour différentes raisons. D'abord, et le premier a été cette politique zéro Covid qui attaque donc le secteur des services. Donc on est contraint sur la consommation, si vous voulez. Et puis il y a eu aussi le marché de l'emploi qui s'est détérioré. Donc du côté du consommateur, ça ne va pas du tout. Donc il faut absolument et c'est pour ça qu'il n'y a pas que la politique monétaire. Je pense que là, elle sera aisée, si vous voulez, elle s'assouplit, mais c'est surtout la politique fiscale qui va devoir jouer un rôle. Maintenant, le problème de la politique fiscale, c'est qu'elle aussi, elle a changé de nature. Avant, c'était toujours par l'immobilier. Ouais. C'était ça, en fait. On ouvrait les vannes et après, allez, encore une couche de quelques routes, quelques chaussées, quelques ponts, et puis on y va par cette machine-là, on enclenche un peu des cercles de croissance. Sauf que maintenant, on nous dit, c'est pas du tout ce qu'on veut, donc ils vont essayer de cibler la politique fiscale sur d'autres secteurs. Et là, c'est la grande difficulté, parce qu'en fait, on n'a pas de compréhension de à quelle vitesse ça joue le canal de transmission de telle politique fiscale. Donc maintenant, on ne veut plus faire de l'immobilier tout court, et donc on va faire quoi? On va faire d'une nouvelle infrastructure, donc on va décarboniser l'économie, on va aller sur les secteurs high-tech, on va aller sur les petites PME, on va aider les petites entreprises, et on va plutôt contraindre les grosses sociétés. Donc on voit bien donc cette attaque sur les grands colosses, et puis on va soutenir la consommation. Encore une fois, ça, c'est l'objectif. L'implémentation reste à voir et surtout reste à voir à quelle vitesse ça filtre dans l'économie réelle. Donc, c'est ça la grande question. Pour conclure, Irina, d'avoir alors les deux superpuissances qui sont quand même un peu à front renversé aujourd'hui en matière de stratégie monétaire et budgétaire, est-ce que finalement pour la croissance mondiale c'est le meilleur équilibre qu'on puisse espérer aujourd'hui, d'avoir d'un côté des États-Unis qui vont resserrer après avoir été très laxistes l'an dernier, et d'avoir une Chine qui va être beaucoup plus assouplie, beaucoup plus accommodante, là où elle est restée très orthodoxe pendant la crise pandémique? Est-ce que pour la croissance mondiale dans son ensemble, c'est un équilibre qui est le plus favorable qu'on puisse espérer? Je ne sais pas si je peux être aussi optimiste que ça, mais bon, en fait, il faut avoir
l'optimisme sous-jacent que j'entends là, il est d'abord que les États-Unis ne se plantent pas sur leur politique, donc on fait confiance à la Réserve fédérale, ni qu'elle aille trop fort, trop loin, ni qu'elle soit derrière la course, si vous voulez. Donc il y a les deux risques qu'il faut prendre en compte. Donc un bon ciblage de cette normalisation de la politique monétaire de la Réserve fédérale, ça c'est une chose qui est souhaitable évidemment, et elle est souhaitable notamment parce que l'économie le permet. Donc il faudrait qu'on sorte de cette période-là. Donc c'est plutôt positif de voir des taux réels moins négatifs. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Donc ça serait la première des choses. Et la deuxième des choses, effectivement, que la Chine soit prête à envisager un futur plus rose, c'est toujours bien pour l'économie mondiale. Maintenant, encore une fois, risque d'exécution. C'est le risque d'exécution. Et le deuxième point, c'est est-ce que ça risque de saupoudrer moins le monde entier, parce qu'ils sont aussi un peu plus regardants vers l'intérieur et moins l'usine du monde et le producteur de dernier ressort. Et ça, il faut voir si cela a des effets positifs qui se répandent sur l'économie mondiale, ou ça reste assez centrique à l'économie chinoise. Merci beaucoup Irina. Merci pour votre éclairage sur la situation chinoise, qui est un des grands événements quand même de ce début d'année, avec l'entrée en action de la Banque centrale chinoise pour assouplir les conditions financières au début de cette année 2022. Irina Topasseri qui est avec nous par téléphone, économiste senior émergent chez AXA IM. Et nous parlons à présent des enjeux pour la finance à impact, l'économie à impact, l'économie sociale et solidaire également, à l'aune notamment de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'était le sujet que nous avons abordé hier soir avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui vient une fois par mois nous parler justement des enjeux de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Alors elle démarre évidemment avec beaucoup d'espoir, au-delà du débat purement franco-français quasiment qui a eu lieu hier soir au Parlement, mais quand même on attend des actes. Alors les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils regardent avec beaucoup d'intérêt cette histoire de SMIC européen dont a parlé Emmanuel Macron dès le mois de décembre. Il y a aussi cette journée du 17 février à Strasbourg, une journée spéciale sur l'économie sociale en Europe. Alors Mediatico y sera, ce sera en présence d'Olivia Grégoire, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable. Ce sera aussi et surtout en présence de Nicolas Schmit, donc le commissaire européen en charge de l'emploi, qui doit fixer des priorités, ses priorités d'action. Alors, ce qu'on dit en ce moment, c'est qu'il va parler de développement de l'économie sociale en Europe, de financement, probablement d'outils de financement innovants. Donc, j'attends un petit peu de voir. Est-ce qu'il va parler des social impact bonds? Est-ce qu'il va aller au-delà de ça? Est-ce qu'on va parler de garantie avec le FEI derrière? On va regarder ça d'assez près chez Mediatico. Et ça, c'est potentiellement important parce que l'économie sociale en Europe, c'est quand même près de 3 millions de structures qui emploient 13 millions de salariés. Donc voilà, il y a vraiment il y a de l'impact social derrière ces initiatives qui peuvent être prises au mois de février. Mais vous dites, Frédéric, il y a une chance que toute l'infrastructure européenne, alors politique, mais également les institutions financières, fonds, etc., il y a quand même l'idée qu'il y a une dynamique qui est possible autour des sujets d'économie sociale et solidaire et d'économie à impact. Il y a une dynamique qui est possible. Ouais. Disons clairement quand même que la présidence française de l'Union européenne, elle ne dure que 6 mois, avec une élection présidentielle en plein milieu, et donc que les marges de manœuvre, elles sont réduites, qu'en réalité, là où se fait le travail, c'est surtout en amont, quand on sème les petites graines avant la présidence française qui arrive, et on met en place les groupes de travail, on commence à négocier de façon bilatérale pour dire, bon ok, je te demande ton appui là-dessus, etc., parce que les axes stratégiques, ça va être ça. Et puis, une fois que la présidence française de l'Union européenne arrive, quand on est dans le dur, à ce moment-là, la France a un rôle de présidence et elle est censée coordonner l'Union européenne, elle n'est pas censée faire avancer ses propres pions. C'est avant que ça se passe. Mais voilà, ça se passe avant. On verra d'ailleurs, si tout ça a été bien préparé en amont, on devrait voir des résultats et des annonces effectivement oui, alors on attend de voir. Qui feront consensus. Bien sûr, la France a des alliés. Nicolas Schmit est carrément un véritable allié de la France sur l'économie sociale, ça c'est intéressant. Et il y a un instrument qui est très important, un outil aux mains de la France, c'est le fait de pouvoir inscrire à l'agenda les sujets des réunions qui vont se dérouler. Bien sûr. Donc là, oui, il y a un vrai levier possible.
Qu'en est-il de l'environnement et de l'impact environnemental Alors on attend de voir quand même, parce qu'Emmanuel Macron, il a parlé de cette taxe carbone aux frontières. Alors oui, très bien, quand on est engagé sur les enjeux environnementaux, on se dit bien sûr, il faut une taxe carbone aux frontières, mais alors comment elle va se mettre en place? Quelles vont être les conditions? Ça va toucher qui? Quel va être son niveau? Bon, là, on est dans le flou le plus total, donc on attend là aussi du concret. Et puis, on a la finance verte qui va essayer de se positionner, parce que pour avancer, elle a simplement besoin de rayonner davantage qu'au niveau français. En France, elle se structure, mais elle ne pourra vraiment démultiplier son impact que si elle agit au niveau européen. Donc là, on attend aussi de voir ce qui va se passer. Mais en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, en même temps, il y a de la défiance, parce que vous savez qu'en 2020, l'Union européenne a adopté une taxonomie de la finance verte. Donc c'est un gros catalogue des activités économiques qui sont bienfaisantes, bénéfiques pour l'environnement. Et sur cette taxonomie, eh bien, les investisseurs à impact, ils se positionnent. Et ils vont devoir rendre des comptes à partir de cette année. Donc c'est super intéressant au niveau de la transparence. Sauf que Emmanuel Macron, il a dit, et il a même redit hier au Parlement, qu'il voulait faire entrer le gaz et le nucléaire dans cette taxonomie européenne. Donc dans cette liste d'activités soi-disant bénéfiques pour l'environnement, alors qu'on sait très bien que le gaz, c'est une énergie fossile, ça vaut pas mieux que le pétrole en réalité. C'est une ressource finie. Et on comprend ce qui se passe. C'est déjà le fruit d'un compromis d'Emmanuel Macron avec d'autres pays européens, en particulier avec la Pologne sur le gaz. Et puis il a dit aussi que il voulait faire entrer donc le nucléaire dans cette taxonomie. Pourquoi? Parce que ça, c'est le fruit de sa vision d'une énergie nucléaire décarbonée. D'accord, elle émet pas de CO2, certes, et il voudrait nous faire croire probablement que c'est une énergie neutre, voire bénéfique pour l'environnement, alors qu'on sait très bien que le nucléaire, il peut déclencher des catastrophes environnementales considérables, que ces déchets sont hautement radioactifs, donc ils sont dangereux, et qu'on en a pour très 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 longtemps. Donc non, le nucléaire, moi je comprends pas qu'il puisse rentrer dans une taxonomie européenne. Donc c'est pas étonnant qu'hier Greenpeace ait fait une action. Ils ont pris des portraits d'Emmanuel Macron, ils les ont trempés dans du mazout, et puis voilà, ils ont fait une opération de com'. Nous, ce qu'on dit chez Mediatico, c'est qu'en fait, il faut quand même pas dévoyer maintenant, jamais dévoyer cette taxonomie européenne, parce qu'en fait, on va fragiliser toutes les bases de la construction de la finance d'impact qui est à peine émergente. C'est vraiment pas le moment de faire entrer le gaz et le nucléaire dans cette taxonomie. Vous pensez que ça va dévoyer Évidemment. Comment peut-on juste... Non, mais j'entends votre point de vue, Frédéric. C'est le débat. Ce sont les activités bénéfiques pour l'environnement. Quand on met du gaz et du nucléaire, c'est pas bénéfique pour l'environnement. Soyons clairs, ouvrons les yeux, regardons les choses en face. Enfin, vous voyez ce qu'on est en train d'essayer de faire pour limiter la hausse des prix à 4%, en faisant des chèques inflation, en entravant complètement les marges de manœuvre d'une entreprise publique comme EDF. Enfin voilà, c'est quand même... Oui, mais on est sur du conjoncturel. Ouais. C'est maintenant qu'il y a de l'inflation. Dans 3 ans, on ne sait pas où on en sera. Le nucléaire, on sait qu'on en a pour quelques milliers d'années, d'accord, sur le retraitement du combustible. Donc non, il y a un problème de positionnement. Moi, je préférais un discours qui dirait, OK, on ne fait pas rentrer le gaz et le nucléaire dans la taxonomie, parce que la taxonomie, en fait, il faut la sacraliser pour que les investisseurs sachent vraiment dans quelle direction aller. En revanche, on se donne 5 ans de délai. Et les politiques ont l'habitude de faire ça, donc il ne va pas nous faire croire qu'il n'est pas capable de le faire. Mais très bien. Alors, faisons du nucléaire le temps de la transition énergétique qui peut-être va devoir durer 20 ans. En allant 20 ans avant d'aller vers plus d'énergie renouvelable. Cette taxonomie, moi je comprends qu'elle va être très dynamique, que c'est des curseurs qui vont de toute façon évoluer, bouger, que c'est un cadre qui est encore assez mouvant quand on parle avec ceux qui suivent les sujets de régulation. Mais oui, une fois qu'on a inscrit des choses dedans... mouvant parce qu'il se met en place, parce que tous les pays européens ne sont pas encore d'accord, mais c'est maintenant que ça se joue en fait. Voilà. Tiens, petite parenthèse là-dessus, parce qu'on parle de finance d'impact, d'environnement, etc. La finance dédiée au climat, enfin la finance qui investit dans la lutte contre le réchauffement et le dérèglement climatique. Comment est-ce que cette partie-là de la finance s'est comportée au cours de l'année 2021 ? Il y a une étude et il y a des rapports et un bilan à faire là-dessus, Frédéric. Alors en fait, elle ne s'est pas si bien comportée que ça. C'est pas mal, mais c'est pas si bien que ça. On a l'Institut for Climate Economics qui a recommuniqué hier sur sa dernière étude. Et dans cette étude, on voit que les investissements climat, ils ont augmenté de 10% à 45 milliards d'euros en 2020. Et c'est une
hausse qui est essentiellement due aux voitures électriques et aux voitures hybrides rechargeables. Sauf qu'on reste très en dessous des objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et en fait, ce qui nous manque en termes d'investissement, on est à 45 milliards, il nous manque 15 milliards d'euros d'investissement par an, public et privé, très bien. 15 milliards, c'est quand même relativement beaucoup au regard des 45. Alors on sait qu'on peut les trouver si on a vraiment envie, sauf que 15 milliards qui manquent, ça représente un tiers des 45 milliards qui ont été investis. Donc voilà, on n'y est pas. On n'y est pas. Non, le compte n'y est pas. Oui, non, mais ça... Effort public, effort privé, et donc il faut probablement une incitation des pouvoirs publics pour aider les investisseurs à aller davantage dans cette direction-là. C'est pas le moment de ralentir, ça c'est sûr. Dans l'actualité, les nouvelles qui vous ont marqué chez Mediatico, qui vous ont attiré l'œil, Frédéric, la création d'un réseau de business angels dédié spécifiquement au projet à impact en France. Qu'est-ce que c'est que ce réseau qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est ça Frédéric? Ça y est, c'est fait. Il existe, en ce mois de janvier il existe, donc il est né au mois de décembre, c'est tout frais. Il s'appelle Impact Business Angels. Pas super original, mais au moins ça dit ce que ça fait. Oui, ça parle. C'est clair. Voilà. Et en fait, vous savez qu'il y a en France à peu près 10 000 business angels, donc c'est ces particuliers qui ont de l'argent, anciens chefs d'entreprise, ils investissent dans les boîtes et ils donnent des conseils d'ailleurs aux entrepreneurs. Sauf que il y en a 10 000, mais il y en a très peu qui sont spécialisés sur l'impact, l'entrepreneuriat à impact. Et il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'on sait que l'investissement à impact en France, c'est 4 milliards d'euros. Ça pourrait être plus. Donc voilà, allez, il faut les pousser à faire davantage. Mais 4 milliards d'euros d'investissement impact, mais extrêmement peu en amorçage. Donc on a un trou dans la raquette, vous savez, ce fameux trou dans la raquette en matière de financement, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc on a le groupe SOS et sa filiale Pulse. Groupe SOS, gros groupe de l'économie sociale et solidaire, qui se sont penchés sur la question. Et ils ont travaillé avec la Fédération française des business angels. Ils ont créé ce réseau. Il est actif aujourd'hui, on est au mois de janvier, il compte déjà 15 business angels qui sont fondateurs et il commence déjà à soutenir des projets à impact social, à impact environnemental, à impact territorial, à impact sociétal. Ils les soutiennent en fonds propres ou en quasi-fonds propres, quelles que soient les structures juridiques, associations, coopératives, start-up, ESUS, quels que soient les labels. Comment on peut les rejoindre, Frédéric, là, parce que Business Angel, des particuliers qui nous regardent, ça peut les intéresser, là. Évidemment, c'est pour ça que je vous en parle. Oui, bien sûr. Donc, vous allez sur Internet et vous tapez impact-businessangels.org et vous tombez sur ce réseau. Bon, on termine avec, alors à chaque fois, vous nous apportez des idées, des besoins. Vous relayez des besoins d'investissement au sein de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Alors, les besoins sont nombreux, mais je vous demande à chaque fois d'aller choisir effectivement un ou deux projets. Alors, il nous reste 1 minute, donc je vous laisse choisir parce qu'il y en a toujours beaucoup, mais on pourra en reparler la prochaine fois. Mais un projet là qui vous tient à cœur et sur lequel il y a peut-être une urgence d'ailleurs en termes de financement aujourd'hui. Alors, sur lita.co, qui est une des plateformes là où vous pouvez mettre de l'argent pour avoir un impact concret, je vous propose de soutenir Ciel et Terre International. Ils font des centrales photovoltaïques flottantes. Ils lèvent 1 million d'euros en obligations. Ils ont déjà levé 70%, donc il manque 30%, mais c'est avant le 31 janvier, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Et puis un deuxième projet, c'est sur Mimosa, plateforme liée à l'agriculture et à l'alimentation. Ils ont déjà levé 35 millions d'euros en 5 ans pour soutenir 3500 projets. Enfin, c'est une jolie plateforme. En ce moment, vous pouvez y soutenir un projet d'installation de panneaux photovoltaïques toujours. La petite différence, pourquoi je vous parle de celui-là, c'est que Mimosa, il propose un prêt rémunéré à 6,5%. Donc il y a une originalité qui est quand même pas mal, 6,5%, vous regardez du rendement, le taux d'inflation, voilà, vous c'est mieux que le livret A, la différence. On n'est pas en obligation, comme sur l'ITA, on est en prêt rémunéré, c'est intéressant. Et puis juste, si on a encore 10 secondes, Mimosa nous pose un petit défi pour 2022, ils nous disent il y a 5 000 milliards d'épargne des Français, 0,3% seulement qui financent des projets solidaires, il faut tripler, il faut arriver à 1%. Allez-y. Il y a une pétition sur le livret de développement durable. Sur le livret de développement durable, oui, bien sûr, parce qu'il flèche trop peu de ses avoirs sur les projets sociaux et durables. Frédéric Vuillot, le cofondateur de Mediatico, avec nous une fois par mois dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir à 17h en direct.